Bonjour à tous, je vais m'exprimer dans ma langue, le français. Je remercie les Nations Unies d'organiser cette rencontre qui nous permettra d'intervenir sur des thèmes essentiels. 400 $. 400 $. C'est la somme qu'il faut débourser pour acheter un homme noir et le réduire à l'esclavage, aujourd'hui. Il a fallu un reportage de CNN pour bouleverser un temps les âmes sensibles. Un temps car l'actualité a vite repris son cours et on a vite et commodément oublié qu'en 2017, il suffisait de quelques centaines d'euros, quelques centaines de dollars, pour pouvoir se prétendre propriétaire d'un être humain pour la simple raison que celui-ci ou que celle-ci est noire. Si ces humains sont vendus, c'est parce qu'ils sont des migrants et des migrantes, placés dans une situation de fragilité du fait de leur simple volonté de disposer de leur liberté de circulation, pourtant garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits humains. Depuis l'an 2000, près de 30 000 migrants et migrantes, en grande partie noirs et africains, sont morts et mortes en tentant de gagner les frontières européennes. 30 000 personnes sont décédées simplement en essayant de disposer de leur droit à circuler librement. La mer Méditerranée, où certains et certaines d'entre nous aiment se baigner lors de leurs vacances, est en réalité un cimetière à ciel ouvert. Mais au nom de la lutte contre l'immigration, les États européens, dont le mien, la France, sont prêts à détourner le regard. Ils sont prêts à mobiliser davantage de fonds pour assurer la pseudo-sécurité de leurs frontières que pour assurer la survie de personnes, d'êtres humains qui tentent désespérément d'accéder à leurs côtes. Les sommes qui sont déboursées pour garantir l'imperméabilité, impossible pourtant, des frontières européennes sont absolument indécentes au regard du peu de moyens qui sont déployés pour empêcher ces 30 000 personnes de mourir, ces 5 000 personnes chaque année de mourir sous nos yeux. Parmi eux, il y a évidemment des femmes qui sont dans leur quasi-totalité exposées à des violences sexuelles, à des viols, à des agressions sexuelles. Tous les témoignages de femmes migrantes font état de ces viols. Il y a aussi des enfants qui ne bénéficient pas de la protection que leur garantissent pourtant les textes internationaux dont on célébrait l'application lundi. Ces enfants dont l'enfance est questionnée par des tests osseux, odieux, qui sont pratiqués dans mon pays mais dans d'autres, car on ne peut pas croire que ces noirs si grands, si forts, selon les préjugés, puissent être des enfants et puissent bénéficier de ce bénéfice d'innocence. Ces enfants, à cause de leur couleur de peau, sont sortis de leurs conditions d'enfance, de leur innocence, et deviennent des suspects qui n'ont plus le droit à la protection que leur garantissent pourtant les textes internationaux. Je me permets aujourd'hui de me faire la porte-voix d'une coalition d'activistes issus de différentes organisations européennes présentes ici aujourd'hui, qui a élaboré une liste de propositions qu'elle tiendra à votre connaissance. Ce ne sont pas des propositions, en fait, ce sont des exigences. L'une d'entre elles demande aux Nations Unies d'interpeller les États quant aux brutalités policières et à leur corollaire, l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes trop nombreux. Cette question est intrinsèquement liée aux migrantes et aux migrants qui font l'objet d'une traque incessante, mais aussi aux citoyens d'ascendance africaine qui sont les principales victimes des violences policières. Ouri Diallo, brûlé vif. Marc Dugan, abattu par balle. Adama Traoré, mort étouffé. Sandra Bland, pendue dans une cellule de prison. La Chachina de Kaboula, 12 personnes tuées, ciblées par 500 balles tirées par des militaires. Je pourrais sans doute passer le reste de la journée à énoncer la très longue et macabre liste des noms des afrodescendants, des Noirs, victimes de la violence policière, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Brésil et dans bien d'autres pays.
Une grande partie du racisme des sociétés, de nos sociétés, est directement produit par les États, notamment par le biais des violences policières qui touchent aussi bien les étrangers que les nationaux. C'est un racisme d'État que je dénonce comme tel, même si les États le contestent, car il est produit par des institutions et car les États ne mettent pas en œuvre les moyens d'y mettre fin, bien qu'ils mettent en péril la vie de centaines de citoyens. En France, par exemple, lorsqu'on est jeune et qu'on est perçu comme arabe ou comme noir, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé que lorsqu'on est vu d'une autre manière. Et 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police en France sont des jeunes personnes issues de quartiers pauvres, noirs ou arabes. Il est impératif aujourd'hui que tous les pays se mobilisent pour reconnaître le caractère institutionnel du racisme, hérité d'une histoire coloniale et esclavagiste, et des pratiques qui ont été créées à cette époque. Et ces pays doivent mettre en place des dispositifs volontaristes pour démanteler le système raciste. Je profite aussi de l'occasion qui m'est faite pour rendre hommage à tous les activistes et à toutes les activistes, aux militants et aux militantes qui, à travers le monde, luttent quotidiennement contre le racisme. Ils le font bien souvent dans le plus parfait anonymat, n'ont pas la possibilité, comme nous, de s'exprimer à une tribune face à des représentants de dizaines de pays, et ils le font souvent au péril de leur sécurité et de leur santé physique et mentale. C'est pourtant grâce à eux que nous sommes ici, que nous avons acquis des droits qui sont insuffisants, et c'est eux qui portent l'honneur, l'image, la bravoure, la beauté de la condition noire et des personnes noires. Et j'espère qu'avec moi, vous allez les applaudir et les saluer pour leur combat. Merci beaucoup.